Ça marche. Alors, qui va prendre la main? On va parler de blessés médulaires et justement et d'inclusion de retour à l'emploi aussi. Quels sont les facteurs qui permettent ce retour à l'emploi pour les blessés médulaires? Normalement, il est ouvert, non? Ah oui, il était allumé déjà. Il est peut-être... Alors, attendez. Celui-là, petit échange. Julien sur le coup, en tout cas. C'est bon. Est-ce que vous voulez que je répète la question? Oui, s'il vous plaît. Oui, les facteurs qui permettent de faciliter l'inclusion des blessés médulaires, notamment l'inclusion dans le milieu du travail. Alors, l'inclusion dans le milieu du travail, de façon un petit peu plus générale, je pense que c'est important de savoir quelle population on cible. Parce qu'on a remarqué là ces derniers temps qu'on a une population qui a un petit peu changé. Parce que beaucoup de prévention routière, donc en fait beaucoup moins de jeunes qui sont impactés. On a des populations plus âgées, donc qui ne sont pas du tout concernées. Mais on a quand même encore des patients qui sont concernés par l'inclusion au travail. Et ça nécessite quand même qu'on les accompagne assez précocement. Donc, d'où tout ce qu'on a dit tout à l'heure avec la cellule d'insertion professionnelle. Voilà, donc c'est des choses dont on parle déjà en hospitalisation dès le début, quand ils sont là pour le projet plutôt réadaptatif. Voilà, mais on cesse un petit peu du temps quand même, parce qu'on se rend compte que quand on arrive sur une fin d'hospitalisation, les gens, ils ont aussi besoin déjà de rentrer chez eux, de revoir comment ça se passe dans le quotidien, de retrouver une petite routine. Et à ce moment-là, on va continuer à les accompagner, donc on va les suivre, on va les revoir et on va voir quand est-ce qu'ils sont prêts pour reprendre une activité professionnelle et si oui, sous quelle forme. Voilà, savoir si leur activité est encore possible, s'il nécessite une adaptation particulière. Voilà, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. Ouais. Du coup, c'est vrai qu'effectivement, les facteurs de retour, alors les patients blessés médulaires, c'est vrai que je vais me permettre du coup de donner une précision parce que à ma table, du coup, j'ai un collègue qui m'a questionné. C'est tout patient qui a une lésion de la moelle épinière. Donc en fait, c'est le système qui permet la communication entre le cerveau et les nerfs et donc de pouvoir permettre une motricité au niveau des membres supérieurs et membres inférieurs. Donc en fonction du niveau de l'atteinte, on va avoir, si c'est une atteinte au niveau de la moelle cervicale, on va avoir une situation qui peut être une tétraplégie, une atteinte des 4 membres. Et puis si c'est une lésion au niveau de la moelle thoracique ou lombaire, on va avoir du coup une situation de paraplégie, donc une atteinte des 2 membres inférieurs. Donc c'est vrai qu'on parle quand même aussi de patients en situation de handicap lourd, avec du coup un parcours de soins qui va être long, qu'on va prioriser. Et donc d'abord, c'est aussi la stabilité clinique en fait et médicale qui va permettre l'inclusion, qui va passer d'abord effectivement par l'inclusion sociale avant de pouvoir aussi engager une inclusion dans le milieu professionnel. Du coup, l'inclusion sociale, elle va passer par la régulation un petit peu de, tout ce qui est la santé. Après, sur les facteurs, c'est vrai que c'est quand même, faut voir que dans le domaine de la lésion médulaire, c'est les chiffres dans la littérature, c'est entre 37 et 80% de patients qui ne retourneront pas à l'emploi. Donc, c'est quand même aussi montrer que c'est quand même compliqué. Ce qui va favoriser un petit peu le retour à l'emploi, c'est justement l'âge à laquelle arrive la lésion médulaire. Tu le disais, effectivement, la population a changé, mais si une blessure médulaire arrive avant l'âge de 25 ans, en fait, on va avoir du coup effectivement plus de possibilités de retour à l'emploi, le niveau scolaire antérieur, l'accès effectivement à pouvoir avoir à la conduite automobile, pouvoir se déplacer sur son lieu de travail, l'entreprise, effectivement, ce que l'entreprise va mettre en place pour pouvoir inclure du coup le patient. En termes d'adaptation de poste, en termes d'adaptation des horaires de travail, puisqu'effectivement, c'est des patients qui vont avoir besoin de plus de temps, notamment le matin, pour se préparer. Que dire d'autre encore, puisque là j'ai déjà bien balayé pas mal de choses. Donc effectivement c'est vrai que ça va prendre du temps de inclure les patients vers l'emploi. C'est vrai que ça va venir une priorité, mais que nous on va probablement aussi... c'est vrai que Lorraine, elle parlait de la temporalité en fait, dans la prise en charge, et ça va venir en second temps. Après, d'abord aussi, effectivement, la stabilisation médicale et effectivement l'inclusion sociale, le retour à domicile, parce que c'est vrai que c'est des gens qui vont avoir un parcours de soins, de rééducation qui vont durer parfois jusqu'à 1 an en centre. Voilà. Peut-être toi, Sarah, tu as quelque chose à compléter ?
Enfin, voilà, c'est pareil que vous, c'est que c'est vraiment une lésion médulaire traumatique qui arrive brutalement. C'est quand même un gros traumatisme. Ça bouleverse énormément de choses déjà dans les fonctions du corps, après dans la perception de l'individu, dans son retour dans son domicile, dans son environnement familial. Et effectivement, je pense qu'il faut vraiment respecter tout ça et prendre le temps. Voilà, on n'est plus à quelques mois après. Voilà. Après, c'est pas mal de profiter de l'hospitalisation initiale pour déjà avoir des contacts avec... et on a la chance donc d'avoir ce service d'insertion professionnelle, donc de pouvoir avoir des contacts, de voir un petit peu ce qui est possible. Et voilà. Je pense que sur la première hospitalisation, c'est quand même plus de l'information. Voilà, avoir ça dans un petit coin de sa tête. Éventuellement, il y a des le MPP peut proposer des formations de remise à niveau, etc. Et le permis, qui sont voilà, des choses qu'on va travailler sur la première hospitalisation. Mais voilà, après, je pense qu'effectivement, c'est important d'abord de se réapproprier sa vie, son corps et sa vie, et voilà, et se donner le temps après. Mais voilà, tout en ayant toutes les informations et savoir vers qui on peut retourner une fois qu'on en est à ce projet-là. Ok. Lorraine, vous vouliez rebondir Je voulais sortir la question. Non, juste pour rappeler aussi qu'il ne fallait pas négliger tout ce qui était activité associative, bénévolat, parce que des fois, en fait, on n'arrive pas à retourner à l'emploi, et ça peut être aussi une autre forme, parce qu'il y a énormément de patients en fait, qui ont envie de retourner à l'emploi et qui n'y arrivent pas. Donc, c'est aussi comment les accompagner sur d'autres projets. Là, je voulais parler aussi de les questions de l'exosquelette. Le centre de Carpap est un des premiers centres à utiliser les exosquelettes pour les rééducations. Est-ce que, comme pour le dispositif Standing Ovation, on pourrait imaginer une adaptation dans le milieu professionnel de ces exosquelettes pour les blessés médulaires? Alors, on peut l'imaginer. On peut l'imaginer uniquement pour le moment, parce qu'en fait, on n'en est pas encore à ce stade dans l'exosquelette. Donc, l'exosquelette, chez les blessés médulaires, on les utilise. On les a avec nous à Carpap, donc on les intègre dans les phases de rééducation. Donc, c'est un outil de plus dans la rééducation qui, malheureusement, pour le moment, a encore quelques limites, notamment pour l'utilisation déjà à l'usage domestique. Donc, on peut déjà imaginer pouvoir avancer en fait là-dessus avant d'envisager peut-être une utilité sur l'usage professionnel. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. Du coup, effectivement, on a, grâce aussi justement au docteur Kerdraon, on a intégré très précocement, donc en 2012, effectivement, les exosquelettes, et aussi grâce au fonds de dotation dans la prise en charge rééducative des patients. Effectivement, c'est prouvé que ça va pour les patients blessés médulaires incomplets, donc du coup qui vont quand même avoir une préservation motrice ou sensitive sous le niveau de la lésion médulaire, permettent un réentraînement à l'effort, une récupération de la force motrice et aussi un retour à la marche. Donc ça, c'est version rééducation. Donc c'est un outil de rééducation. Il faut savoir que du coup, il va y avoir un rééducateur dédié. Ça va prendre 2 kinésithérapeutes aussi pour permettre ces séances du coup de rééducation avec exosquelette. Aujourd'hui, les exosquelettes, effectivement, pour l'usage domestique, ont beaucoup progressé. Cependant, ils peuvent pas. Il n'y a pas de libération des membres supérieurs. Il y a toujours besoin d'un ajustement postural grâce avec des cannes anglaises en fait, pour pouvoir effectivement auto-équilibrer l'exosquelette. Donc c'est vrai que l'usage quotidien en fait dans toutes les activités de vie quotidienne, c'est par exemple se préparer un repas. Donc dans la cuisine, il faut pouvoir avoir une liberté en fait dans tout l'espace 3D pour pouvoir en fait déployer un petit peu l'usage. Ce que permet pas l'exosquelette, il permet pas non plus des moyens de mobilité fins, c'est-à-dire que en fait ça peut faire des trajectoires
comment En ligne rectiligne, voilà, excusez-moi, je trouvais pas le terme. Rectiligne, ça permet pas forcément des mouvements de rotation, de translation, en tout cas trop lentement. Et donc ça permet pas, franchement, encore aujourd'hui, l'adaptation dans l'usage quotidien. Donc, dans la perspective, effectivement, de l'usage professionnel, pour le moment, en tout cas, il y a encore besoin de développer autour de ça. C'est une piste d'innovation. C'est une piste d'innovation. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres pistes d'innovation en Nous, on dehors en a des d'autres. Tu exosquelettes? peux peut-être en parler, du coup, Sarah. Alors, donc, l'autre piste, c'est une collaboration avec le laboratoire qui s'appelle Neurinov, qui est développé par plusieurs. Ça part d'un groupement universitaire qui ensuite s'est scindé pour faire une entreprise pour pouvoir développer ce dispositif avec un médecin de MPR et un neurochirurgien du CHU de Rennes qui sont des dispositifs un peu comme des rouleaux de silicone qu'on va mettre autour des nerfs du membre supérieur, donc principalement le nerf médian et le nerf radial, qui est couplé avec des électrodes. Et c'est pour des patients tétraplégiques assez hauts qui n'ont pas de... Parce que pour les patients tétraplégiques de niveau un peu plus bas, il y a des possibilités de réanimation par de la chirurgie nerveuse ou de la chirurgie tendineuse, mais il y a un certain nombre de patients tétraplégiques un peu plus hauts qui n'ont pas accès à ces chirurgies parce qu'ils n'ont pas suffisamment de muscles ou de nerfs sains disponibles. Donc c'est l'utilisation de ces électrodes qui va leur permettre, il y a différents dispositifs de commande par mouvement de l'épaule, par la voix, de pouvoir commander des fonctions de préhension, notamment d'ouverture et de fermeture de la main. Donc ça, c'est une étude à laquelle le centre de CarePap s'est inscrit pour participer au développement de cette technologie. Très bien, merci. Quelque chose à rajouter sur les innovations Non, je ne sais pas si ça a été très clair là sur. Enfin, tu as été très clair. Hein, excusez-moi. Là. Bon voilà, donc comme ça a été très clair, je ne me permets pas de réexpliquer. Donc, J'ai une question pour Sarah aussi. Il y a 2 ans, ici même, on a parlé du projet Sexo et Handicap. Où est-ce qu'on en est 2 ans plus tard de ce projet? Donc ce projet est toujours en cours. Donc on a toujours une équipe pluridisciplinaire de 16 professionnels de CarePap, donc des services adultes, enfants, des soignants, des rééducateurs, psychologues, médecins. Et on a mis en place pas mal de choses. Donc on a essayé donc on propose des accompagnements aux patients, donc que ce soit des accompagnements individuels, des consultations, des entretiens. On fait pas mal d'ateliers thérapeutiques sexualité et handicap par pathologie. On essaye de faire des animations, des soirées ciné-débat autour avec des films ou des spectacles autour de cette thématique. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait une charte de respect de l'intimité et de promotion de la santé sexuelle pour CarePap. Voilà, on a fait pas mal de choses. Et là, dans nos projets pour 2026, c'est de s'attaquer à un sujet un peu moins sympa, mais nécessaire, un protocole en lien avec le service qualité de CarePap, un protocole sur les conduites à tenir en cas de violence sexuelle. Voilà, c'est notre projet pour 2026. Bravo. Merci. Donc on entend bien, surtout ce qu'on raconte ce soir, c'est cette inclusion, ça passe par effectivement la vie professionnelle, mais aussi la santé mentale, physique, dans la vie sociale. Donc c'est tout cet environnement-là que vous travaillez au sein de CarePap. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions avant de... Oui. Alors je vais prendre... Pascal, tu vas-y. Qui c'est qui a levé la main? Juste là. C'est ça.
Alors moi, c'est pas une question, c'est juste une remarque ou un complément à Sarah, parce que je pense que c'est important aussi de montrer que les projets ils sont soutenus effectivement par le fonds de dotation et par les mécènes, mais c'est aussi une reconnaissance de la part de nos tutelles, puisque le projet Sexualité et Handicap a reçu le label de l'engagement des usagers en 2024, un label, le ARS. Donc voilà, c'était aussi pour souligner le travail. Merci pour cette précision. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, Pascal, je vais te rappeler avec moi sur scène et je vais appeler aussi Pierre et Marianne du comité d'organisation des coopérations internationales. Et Anne-France aussi. Quand vous voulez, vous avez envie de rester là? Vous pouvez rester si vous êtes bien. Voilà. Coopération internationale, bah oui, bien sûr. Bah oui. Vous pouvez. Donc vous êtes Pierre, j'imagine. Je suis Pierre. Marianne, Tu m'en veux. installez-vous. Il manquera un fauteuil pour... Très bien. Alors, le COSI, on l'appelle comme ça, le COSI? Le COSI pour la Commission des coopérations internationales de CARPAP. Alors pourquoi ce soir? C'est un petit peu surprenant. L'inclusion en entreprise, on n'a pas le lien direct là ce soir. Mais par contre, dans le terme solidarité, on y est tout à fait. Alors pourquoi on y est tout à fait? Solidarité, là on dépasse un petit peu, on pousse les murs, on dépasse les frontières régionales. On traverse les frontières, on va s'orienter sur des coopérations, alors essentiellement africaines. On va y revenir. Alors c'est un contexte un petit peu compliqué. Sur le plan politique, vous suivez les histoires internationales de politique, en particulier nord-américaine actuellement, où il y a un reflux considérable de tous les financements concernant, et ça nous concerne aussi en France, de ce qu'on appelle l'aide publique au développement, et particulièrement en Afrique. Il y a des études qui se font au niveau politique actuellement pour essayer de comprendre dans l'effondrement de les politiques d'échange, de coopération qu'on a mis en place depuis une bonne dizaine d'années. Alors je suis toujours un petit peu surpris de constater cela. Je me dis toujours mieux vaut tard que jamais. Pour comprendre qu'en fait, il faut révolutionner le système qui s'effondre et pour recréer un nouveau concept de collaboration, de co-développement, de coopération. Alors c'est quelque chose que l'on dit régulièrement. Je l'ai entendu... j'ai un peu de cheveux blancs maintenant, donc je l'ai entendu depuis quelques années aussi. Et dans ce système qui s'effondre, pour redécouvrir un concept de coopération, de co-développement différent, on remet sur table la notion de se dire qu'il faut des contacts de proximité dans les échanges que l'on a, dans les projets à développer. Alors le contact de proximité, oui, ça nous semble bien, d'avoir des échanges directs, oui, d'avoir des co-constructions de projets avec l'extérieur, bien sûr. Et le COSI, donc Coopération Commission de CARPAP, s'inscrit un petit peu là-dedans. Alors s'inscrit là-dedans dans les coopérations par le niveau du coup régional, ou par le niveau de ville à ville, ou par le niveau... comme Concarneau est jumelé avec Mbour, ville au sud de Dakar, au Sénégal. Ou par centre de santé à centre de santé. Alors dans les centres de santé, je mets aussi CARPAP, qui est un centre de santé en soi. Je mets aussi un hôpital référent de Kinshasa, grand pays au niveau de la RDC. Donc le propos centre de santé, c'est aussi ces dimensions-là. Alors le COSI réfléchit comment? Le réfléchit pour nous plus particulièrement, pour essayer d'être efficace en contact de terrain, c'est d'être à l'écoute des propositions que l'on reçoit, parce que CARPAP se positionne depuis de nombreuses années dans le domaine du champ du handicap, ce qui nous intéresse, sur des demandes de pays étrangers assez nombreuses que l'on devait filtrer, peut-être étudier en commission. Auparavant, les projets arrivaient sur des services. Le service des blessés médulaires pouvait recevoir des projets d'extérieur, et je pense à un projet qu'anime Lucie, là, avec le Népal, que l'on a demandé de passer sur les fourches codines de la réflexion de la commission,
pour essayer d'homogénéiser un petit peu tous les propos que l'on a à l'extérieur. Alors on se concentre, nous aussi, actuellement, plus sur une priorité de formation continue, avec une arrière-pensée de former à l'étranger des professionnels de santé dans le champ du handicap qui deviennent eux aussi des formateurs, l'effet boule de neige un petit peu. Alors, on réfléchit dans ce domaine. Pour cela, nous recevons des professionnels de santé, toujours dans le champ du handicap à Kerpap, mais nous adressons aussi, sur la base d'un volontariat, des professionnels de santé à l'étranger. Pour l'instant, les priorités se font sur la RDC, sur le Sénégal. Il y a en cours des réflexions sur le Cameroun et la Côte d'Ivoire, pour ce qui est de l'Afrique. Le Népal, j'en ai parlé. Et il est utile de construire des nouvelles réflexions, donc dites de partenariat, c'est-à-dire de travail en commun pour un destin qui se rapproche, pour des projets qui se rapprochent. Et une coopération, mais dans le sens de coopération, pour davantage de co-construction, d'initiatives partagées de projets. C'est plus un rapport traditionnel que l'on avait l'habitude de vivre de nord au sud, mais davantage de sud au nord. On entendait régulièrement parler de cela. C'est-à-dire que l'on ne construit pas au Kochi un projet de formation continue de professionnels de santé à Brazzaville s'il n'y a pas de demande à Brazzaville. On les écoute, on les co-construit, ces projets, pour les co-gérer, pour les co-financer, pour s'engager ensemble, et avec une notion de redevabilité conjointe aussi. Donc, pour tout cela, on s'appuie aussi sur des politiques dites internationales françaises, où il y a des rapports récents qui se construisent sur la notion de conception, alors de nouveaux concepts dans la production de coopération et de développement, actuellement sur l'Afrique plus particulièrement. Alors nous essayons de suivre ces orientations de pensée. On est je le répète, davantage dans la solidarité ce soir, mais il nous semblait intéressant, et pour cela je remercie Pascal de nous avoir conviés à présenter l'équipe COSI en partie devant vous, pour continuer dans cette démarche. La solidarité et l'accès aux soins, c'est un prérequis à l'inclusion. C'est-à-dire quand on intervient à l'hôpital de Kinshasa, où ils réfléchissent quand même sur la question de l'accès au travail, on sait que tout le chemin déjà de soigner, rééduquer et réadapter va être très long, mais c'est aussi contribuer, je trouve, indirectement ou directement à des politiques peut-être demain plus favorables à l'inclusion dans les pays où on intervient, quoi. Au début de notre spécialité, nous parlions de rééducation. On a rapidement rajouté la réadaptation derrière, parce qu'en fait, c'est une entité, un parcours de vie, un projet de vie. Marianne, Anne-France, est-ce que vous voulez rajouter? Non. On attend une équipe la semaine prochaine. Il y a une équipe qui arrive. Est-ce que vous voyagez beaucoup? Oui. Non. Oui, pas... non. On va parler argent encore, peut-être. Allez, parlons pognon. Puis après, je repasse. Alors, alors, il y a 2 niveaux de financement dans les coopérations internationales. La première, l'engagement des équipes de Kerpap depuis très longtemps a fait que le ministère a reconnu cette activité et on a obtenu une mission d'intérêt général, action internationale, donc pour notre partenariat avec la République démocratique du Congo. Et puis le fonds de dotation soutient ponctuellement, grâce à vous, grâce aux mécènes, des déplacements de professionnels. On a 2 kinés de pédiatrie qui sont allés l'année dernière, je crois, à Mbour, à l'hôpital d'Mbour, au Sénégal. Pas de financement, évidemment, de ceux qui nous accueillaient. Donc le fonds de dotation a pris en charge les 2 billets d'avion. Et puis le déplacement peut-être au Népal, tu peux en dire 2 mots, c'est peut-être après. Voilà, sur Lucie. Puis après, on repassera la parole à Marianne. Voilà, moi, effectivement, vous avez compris, mon domaine de compétence, c'est la blessure médulaire. Et en fait, au niveau international, c'est vrai qu'on a l'ISCO. C'est en fait, on sent vraiment être une communauté, en fait, qui va au-delà des frontières. Et c'est vrai qu'effectivement, au Népal, suite au tremblement de terre qu'il y a eu, c'était du coup
2005. Il y a eu beaucoup d'accidentologie, beaucoup de blessures médulaires, avec à l'époque la médecine physique et de réadaptation qui n'était pas développée. Et du coup, une initiative un petit peu aussi d'un médecin là-bas de pouvoir effectivement se former à la médecine physique et de réadaptation et de créer un premier centre. Du coup, effectivement, on avait un ergothérapeute au sein de CARPAP, c'est Louis Lebré-Livet, qui, du coup, en 2017, s'est intéressé aussi à ce centre de rééducation, effectivement, du coup, au Népal, et puis a développé un partenariat un petit peu bénévole, et puis a créé son association. En fait, l'idée effectivement du partenariat en lien avec le COSI, c'était dans cette même démarche aussi de pouvoir un petit peu former en fait les professionnels sur place. Avec là effectivement, moi j'y suis allée l'année dernière, c'était dans le cadre d'un congrès international, du coup pour communiquer sur la prise en charge de la spasticité, qui est une complication de nos patients en situation de blessures médulaires, et comment la prendre en charge du coup en France. Et en fait, il y a là-bas du coup des médecins qui sont en cours de formation à la médecine physique et de réadaptation dans un objectif de pouvoir développer des centres un petit peu avancés dans le pays. Ce qu'on souhaitait cette année, c'était de pouvoir faire venir un médecin en cours de formation, du coup pouvoir bénéficier d'un stage sur CARPAP dans notre unité. Ça n'a pas pu être possible, il devait être là d'ailleurs, parce qu'en fait il n'a pas eu son visa, mais c'est vrai que ça reste quelque chose qu'on souhaite développer dans la même démarche, de pouvoir effectivement la formation continue et de pouvoir développer en fait la médecine physique et de réadaptation dans ce pays qui est le Népal aussi. Merci. Marianne, vous voulez conclure ? Je voulais juste rajouter que la semaine prochaine, normalement, on devrait accueillir 2 collègues de la République démocratique du Congo. La difficulté, c'est toujours pouvoir obtenir des visas, donc on est obligé de beaucoup s'adapter. Parfois, on bloque des logements, on bloque une période de venue, et puis malheureusement, on s'adapte. Et je pense qu'il y a quelques mois, peut-être déjà presque un an, on a reçu 2 collègues kinés d'Haïti, dans un partenariat avec Médecins sans frontières. Et régulièrement, on est sollicité par eux. Dans le passé, on a eu des échanges avec des ergothérapeutes de Jordanie, aussi par le biais de Médecins sans frontières. Donc, on essaie de partir de leurs besoins et puis de répondre présent quand on peut les accompagner. Ça bouge à CARPAP et ça bouge grâce à vous. Merci beaucoup pour cette prise de parole. Le temps, alors, juste avant de conclure, merci beaucoup. Je vais me diriger vers Anna Picard de Comet France, qui est juste là dans le fond. Elle n'est pas surprise, elle savait que j'allais venir la voir. Anna, je te passe, comme tu as dit que j'avais intérêt à te tutoyer, je te tutoie. Comet France, un grand lien avec CARPAP. Qu'est-ce qu'on... tu veux que je me... Oui, on peut se mettre debout, on sera à égalité. Oui, on peut l'applaudir. Que fait Comet France, pour ceux qui ne connaîtraient pas? Oui, ça a déjà été un peu évoqué. On s'occupe de l'emploi, du retour à l'emploi des personnes en situation de handicap, mais au cas où ce ne soit pas commun. Ouais. Alors assez tôt, effectivement. La logique aujourd'hui, quand on parle de maintien dans l'emploi ou d'inclusion, c'est la logique, on prend l'entreprise et on va réfléchir à comment on met à l'intérieur de l'entreprise les questions de santé. Et à Comet, on a vraiment complètement inversé la logique et le paradigme où on s'est dit, on va partir de la santé, établissement de soins comme CARPAP, et on va y mettre les questions d'emploi. Donc ça fait qu'on intervient très précocement pendant vraiment la phase active d'hospitalisation pour préparer un projet de vie incluant une dimension professionnelle qui soit compatible avec la situation de santé. Donc on gagne du temps sur des pathologies qui sont souvent lourdes et complexes pour lesquelles les experts de l'emploi peuvent être un peu limités dans leur approche, avec une approche qui est pluridisciplinaire, qui est vraiment personnalisée et qui vraiment prend en compte l'ensemble des dimensions du projet de vie. On a parlé de la conduite. D'où la résonance avec CARPAP. La résonance avec CARPAP, exactement, où on investit beaucoup aussi ces thématiques de conduite. Le retour à l'emploi se fait quand la situation sociale, l'habitat, etc. est quand même relativement stable. Ça a été évoqué, c'est quand même aussi la conduite un facteur majeur d'inclusion vers l'emploi. Dans des territoires comme la Bretagne, quand on n'a pas l'usage de la voiture, on peut se retrouver rapidement en difficulté. Je refais le lien avec, encore plus de lien avec le sujet de la soirée sur l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. Je pense que tout le monde ici a lu le rapport du Cercle des vulnérabilités de la GFIP, d'AG2R La Mondiale et d'Andiem. J'ai tout noté. Tout bien. Tout le monde l'a lu, le rapport, la synthèse? Oui. Pascal lève la main, tout le monde.
j'ai l'impression comme que ce rapport conforte tout ce qu'on se raconte depuis ce début de soirée. Que c'est pas juste des expériences individuelles, mais qu'en fait, vous l'avez dit, c'est des études qui viennent prouver que ça a des vrais impacts positifs sur l'entreprise au-delà de juste la bonne action. Ben c'est exactement ça. Tout ce qui a été dit et qui relève de je sens que ça fait du bien dans l'entreprise, que ça peut avoir un effet moteur, y compris sur les autres, tout ça, ce sont des choses qui sont objectivées. Il y a quand même pas mal aujourd'hui d'éléments de la littérature, de méta-analyses qui sont faites et qui vraiment consacrent l'intérêt d'avoir des personnes en situation de handicap dans l'entreprise, sur des facteurs de performance, des facteurs de turnover qui sont diminués, de l'engagement qui est augmenté, et aussi la confiance, le niveau de confiance vis-à-vis de l'entreprise, avec un concept très simple, c'est que si je me dis que mon entreprise va se préoccuper des personnes qui sont en situation de handicap dans mon emploi, alors si moi demain je suis en situation aussi de vulnérabilité, alors mon entreprise va aussi se préoccuper. Donc ça a vraiment des facteurs très positifs. Cette étude-là qui a été publiée il y a une dizaine de jours par le cercle Vulnérabilité et Société, voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à aller la lire. C'est très concis, c'est très synthétique. Il y a une version plus longue évidemment, mais et c'est vraiment à l'usage des décideurs. Alors décideurs avec voilà des guillemets. Mais vraiment, c'est l'ouverture à ces questions-là pour que le handicap ne soit pas vu comme une différence, mais vraiment comme un talent à part entière et un facteur de performance dans l'entreprise. Et en plus, dimension individuelle, la personne qui rentre dans l'entreprise, mais aussi dimension collective dans la mesure où ça peut améliorer l'ensemble des conditions de travail, y compris sur le plan ergonomique. Et peut-être dernier point qui me paraît intéressant à souligner, c'est qu'au-delà du handicap, c'est la question de la vulnérabilité dans son ensemble. Traiter les questions de handicap, c'est aussi s'intéresser plus généralement à la manière dont les salariés de l'entreprise peuvent se retrouver éventuellement en difficulté demain, pas du fait d'un handicap, mais du fait d'une situation de vie qui va amener des ruptures. Et donc se préoccuper du handicap, c'est aussi se préoccuper du bien-être des salariés dans son ensemble, donc c'est plutôt des choses vertueuses. Tout simplement entre guillemets, mais c'est pas toujours aussi simple que ça. C'est pas toujours aussi simple, mais il faut déjà de l'envie, de l'engagement pour commencer. Et en tout cas, il y a des éléments clairement de la littérature pour ceux qui ont besoin d'être convaincus pour répondre aux personnes qui pourraient être un peu réfractaires, qui ont été évoquées tout à l'heure. C'est pas juste du on dit, c'est pas juste du on pense. Il y a vraiment des éléments qui ont prouvé que c'était des vrais facteurs de performance dans l'entreprise. Merci beaucoup, Anna de Comet France.